Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on attaque du coup un nouveau chapitre de physique. Ce sont du coup les sons. Dans cette vidéo, nous allons voir les définitions qu'il y a autour de l'univers du coup des sons, la hauteur d'un son, le timbre d'un son, l'amplitude d'un son, ainsi que les types de sons. Et dans du coup les types de sons, nous aurons du coup les spectres de Fourier ainsi que les oscilloscopes. Nous allons attaquer ça tout de suite. Nous allons attaquer du coup le grand 1 qui sont du coup les définitions autour de l'univers des sons, avec du coup trois principes fondamentaux dans le domaine des sons, c'est-à-dire le phénomène périodique qui est un motif qui se répète sur une certaine période et à intervalles de temps réguliers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement un motif, donc ici j'ai dessiné une représentation d'une onde. Le motif, c'est tout simplement la sorte de vaguelette, qui se répète sur une certaine période de temps. Donc on voit très bien que le motif se répète ici, avec du coup des oscillations euh, supérieures et inférieures. Et du coup, à intervalles de temps réguliers, on peut le voir parce qu'en fait, la longueur est toujours la même partout sur notre phénomène périodique. Donc on peut du coup le nommer phénomène périodique. Une période, du coup, elle, est une durée minimale pour que le phénomène se répète. Et comment est-ce qu'on trouve une période sur notre représentation de phénomène? Eh bien, on va tout simplement prendre deux points, les points minimaux ou maximum. Euh, donc, les extrémums, ici, on va prendre notre premier extrémum et notre deuxième extrémum, et on va tout simplement le relier ou alors le mesurer, c'est comme on veut. Et voici notre période ici, qui fera du coup, je sais pas, bon, on pourrait dire 20 cm d'ici, et elle s'exprime grand T, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, la fréquence est le nombre de fois où le phénomène se répète par unité de temps. Donc combien de fois mon phénomène va-t-il se répéter sur, par exemple, une seconde? Et c'est l'inverse de la période, d'où f est égal à 1 sur t. Donc f, c'est la fréquence. Euh, 1 sur t, donc du coup, c'est la période. Et c'est tout simplement l'inverse, comme on l'avait dit, de la période. Donc plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu et vice-versa. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que ma fréquence d'une onde soit de 45 Hz. Si elle est à 45 Hz, notre corps, nos oreilles les percevront de manière grave. Alors que par exemple, une onde de 45 kHz, on la percevra beaucoup plus aiguë. Parce que tout simplement, les ondes se rapprochent. Donc plus voilà, une fréquence est élevée, plus le son sera aigu. Et la fréquence s'exprime en Hertz, qui est ici. Maintenant, on va passer du coup à la hauteur d'un son. Donc d'abord, la définition de la hauteur. Quelle est la définition de la hauteur? C'est une perception d'un son grave ou aigu. Et du coup, plus le son est aigu, plus la hauteur est élevée. Et vice-versa. Donc ici, vous voyez qu'il y a quand même une similitude entre une fréquence et une hauteur, puisque quand j'avais dit précédemment, plus la fréquence est élevée, plus mon son sera aigu. Et donc c'est ce qu'explique du coup le deuxième point. Deux sons de hauteur différente sont deux sons de fréquences différentes, car plus la hauteur est élevée, plus la fréquence le sera. Donc du coup, il y a un lien entre fréquence et hauteur. Mais je ne sais pas si on peut dire que la fréquence est égale à la hauteur, mais je pense que c'est relativement la même chose. On va s'attaquer au timbre du son. Donc, deux objets peuvent former un son de même note, donc de même fréquence, mais ils n'ont peut-être pas le même timbre. Je vais m'expliquer. Par exemple, un son produit par deux instruments différents, donc par exemple, je vais prendre ici la trompette et le violon, euh, par deux sons différents, aura un timbre différent et donc une forme de phénomène périodique différente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ici, on considère deux signaux. Donc un signal, c'est tout simplement la représentation graphique d'un son. Et je vais prendre un La, par exemple. Imaginons que je joue un La avec une trompette et un violon. On remarque ici, à travers mon oscilloscope, donc c'est un instrument pour représenter du coup des signaux sonores en signaux électriques.
mon oscilloscope affiche le La, pour le La, pour une trompette, ce signal. Alors que pour le violon, il m'indique ce signal-là. On peut déjà remarquer plusieurs choses. Une, que le signal n'est pas forcément sur la même période, il n'a pas forcément la même période, donc ici peut-être que du coup on a une période de, je sais pas moi, à peu près 15 cm, alors que ici, on remarque que le signal ne se répète pas tellement, qu'il n'y a, du moins sur notre intervalle, pas une répétition de notre signal. Donc on ne peut pas déterminer la période à travers ce schéma. Mais aussi que tout simplement j'ai joué un La avec ma trompette et mon violon, mais pourtant mon signal n'est pas exactement identique. C'est-à-dire que ici on voit clairement que il y a déjà 2 répétitions ici, alors qu'ici on n'a même pas une répétition. Donc le timbre est différent et ainsi cela prouve le fait que la forme du phénomène périodique soit différente. La forme, donc c'est-à-dire ici, si on regarde déjà s'il y a des différences, c'est que la forme n'est pas la même. Ce qui vient du coup à compléter mon deuxième point, c'est-à-dire celui sur l'intensité ou alors l'amplitude d'un son. Donc j'aurais dû écrire amplitude ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, l'intensité sonore d'un son se caractérise par son amplitude. Donc plus l'amplitude sera élevée, plus le son sera intense, c'est-à-dire fort. Donc l'intensité d'un son, c'est bien sûr le fait qu'il soit fort. Et ici, on peut très bien le remarquer. J'ai joué mon La, certes, mais je ne l'ai peut-être pas joué avec la même sonorité, avec la même amplitude, c'est-à-dire la même intensité. Et sur un oscilloscope, on vous représente toujours votre signal avec 2 grandeurs. La première grandeur, c'est celle sur l'axe des abscisses, qui est du coup celle du temps. Et la deuxième grandeur, c'est celle de l'intensité, justement. Je ne voulais pas le faire au tout début, parce qu'on n'avait pas encore vu cette notion. L'intensité, et tout simplement, mon amplitude ou alors mon intensité, c'est tout ce qu'il y a entre ça et ça. C'est tout simplement les extrémums de mon signal. C'est-à-dire que ici, je vais tout simplement dessiner mon intensité. Voilà, mon intensité, on voit clairement qu'elle s'arrête ici. Et là, en bas, elle va à peu près ici. Bon, je ne dessine pas très droit, mais bon. L'intensité, c'est tout ce qu'il y a entre là et là. Donc, c'est-à-dire U qui veut dire intensité, U maximum et U minimum. Et on voit clairement que l'intensité n'est pas la même. C'est-à-dire que le son sera plus fort sur un violon que sur une trompette quand je fais un La. Peut-être que j'ai soufflé un peu moins fort sur ma trompette, ce qui fait que du coup mon signal est moins... L'intensité, l'amplitude ne sera pas la même que ici où l'amplitude est clairement plus élevée. J'ai également oublié de préciser une petite chose, c'est que l'oreille humaine ne peut que entendre entre 20 Hz 20 à 20 000 Hz. Et c'est une notion que beaucoup d'élèves confondent. En fait, le fait d'entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz ne veut pas dire que je entendrai, si j'entends au-delà de 20 000 Hz, c'est-à-dire par exemple 22 000 Hz, j'aurai mes oreilles qui vont exploser. Parce qu'en fait, beaucoup de gens confondent l'intensité, enfin je veux dire comment est-ce qu'on pourrait dire ça, la puissance d'un son, donc c'est-à-dire qui s'exprime en décibels, à la fréquence d'un son. C'est-à-dire que par exemple si j'entends au-delà de 20 000 Hz, donc imaginons qu'à 20 000 Hz on projette un son à 20 000 Hz, il sera très très aigu, mais il pourrait très bien être pas fort du tout ou alors très très fort, c'est-à-dire avec une sonorité qui est très élevée. Mais si mon intensité est faible, c'est-à-dire par exemple à 2 décibels, et que j'écoute un son à 20 000 Hz, mes tympans ne vont pas exploser. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 000 Hz, je ne vais juste pas entendre le son. Mais ça ne veut pas dire que mes tympans vont exploser. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les décibels et les Hertz. Dernière chose que je voulais préciser aussi sur l'intensité du son, c'est que l'intensité s'exprime, ou l'amplitude s'exprime sous la lettre I, qui s'exprime du coup en watts
ici qui est écrit ici watts par mètre carré. À partir de l'intensité sonore, on peut déduire le niveau d'intensité sonore qui est lui différent, hein, c'est très différent. Je vais lire ici, la sensation perçue au niveau de l'oreille est différente selon l'intensité sonore et peut être mesurée à l'aide d'une grandeur. Donc qui est le niveau sonore, le niveau sonore ou alors le niveau d'intensité sonore et du coup à l'aide d'une grandeur noté L, grand L pour level en anglais, et est exprimé en décibels. Alors la différence entre l'intensité qui est notée I et décibels, c'est tout simplement la formule qui est liée ici avec L, donc décibels, qui est égal à 10 fois logarithmique, donc c'est une... là c'est les logarithmiques, vous avez peut-être pas encore appris, mais vous avez juste besoin de savoir que c'est sur votre calculatrice, et logarithmique qu'on par i et qu'on divise par i0. Donc i0, d'abord i, c'est la grandeur qu'on va trouver. Donc par exemple, je vais prendre un sonomètre, qui est du coup mon instrument pour mesurer l'intensité de mon son. Mon sonomètre va m'indiquer par exemple 21 watts par mètre carré. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, 21 watts par mètre carré. Mais pour moi, 21 watts par mètre carré, ça a presque pas de sens pour moi parce que l'intensité sonore se mesure entre 10 puissance moins 12 watts par mètre carré et 10 puissance 13 watts par mètre carré, soit plus de à peu près 13 amplitudes différentes ou 13, comment on appelle ça déjà, des puissances ou des exposants différents, ce qui fait que c'est énorme. Donc du coup, on a inventé cette formule qui nous permettait de simplifier tout ça et de rendre du coup des décibels. Donc souvent dans les sonomètres, on a aussi des décibels-mètres qui nous donnent du coup à la fois les décibels et à la fois les watts par mètre carré. Donc voici la formule, et I0 est égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et comme je l'avais expliqué avant, 10 puissance moins 12 correspond tout simplement au seuil d'audibilité, d'audibilité, qui veut dire que c'est le son le plus bas auquel l'humain peut entendre. Donc ici, l'intensité de référence, c'est une intensité de référence, excusez-moi, qui correspond à l'intensité minimale audible pour l'oreille humaine et à une fréquence de 1000 Hz. On vous êtes pas obligé de savoir ça, surtout pour les personnes, les élèves qui auront l'examen académique, les épreuves académiques, vous n'aurez pas besoin de savoir ça, mais c'est toujours bon à savoir. Donc on appelle ça le seuil d'audibilité. Par contre, au-delà du seuil ce qu'on appelle le seuil de douleur, c'est-à-dire 120 décibels, au-delà du seuil de douleur, on a quelques symptômes qu'on pourrait nommer, par exemple la surdité, les acouphènes, ou plein d'autres conséquences d'une exposition trop élevée à un niveau d'intensité sonore trop élevé, donc au-delà de 120 décibels. Donc ici, pour un petit récapitulatif, les sons audibles sont entre 20 Hz et 20 000 Hz, ce qui est très différent de 0 décibels à 120 décibels. Donc 0 à 120 décibels, ce sont les niveaux d'intensité sonore, comme je l'avais expliqué précédemment, et 20 Hz à 20 000 Hz, ce sont les fréquences. Donc si c'est aigu ou si c'est grave, ou si c'est fort ou si c'est faible. Donc ici, au-delà des 20 Hz, en dessous des 20 Hz, on a ce qu'on appelle les infrasons, donc ce qu'on ne peut pas entendre. On appelle ça des infrasons. Tout comme on peut appeler ça, pour la lumière, on appelle ça aussi des infrarouges quand on est en dessous de 400 nanomètres, et au-delà de 800 nanomètres, on a ce qu'on appelle les ultraviolets. Et bien là, on a les ultrasons, c'est exactement la même chose, au-dessus de 20 000 Hz. Et donc ici, petit récapitulatif entre les timbres, les sons audibles et les fréquences. Donc ici, on a ce qu'on appelle les sons audibles. On a plus notre fréquence est basse, donc 20 Hz, c'est-à-dire, on a un son grave. Mais si on a un son aigu, c'est-à-dire que notre fréquence sera élevée. Et donc, j'ai mis une boîte pour représenter les sons audibles. Et bien les sons inaudibles, c'est-à-dire les infrarouges
les infrasons pardon, et les ultrasons sont ici. Donc voilà, on arrive à la dernière partie, enfin presque dernière partie de la vidéo. Les types de sons, on distingue du coup deux types de sons. On a les sons complexes et les sons purs. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment est-ce qu'on repère un son complexe ou un son pur? Eh bien, tout simplement, un son pur se traduit par une onde sinusoïdale, je vais y venir plus tard, régulière et périodique. Ça, c'est sur l'oscilloscope. Mais maintenant, sur le spectre de Fourier, il se traduit par un pic de fréquence sur le du coup, spectre de Fourier. Pourquoi est-ce que j'ai mis 1 en majuscule? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul pic et un seul trait sur le spectre de Fourier pour un son pur. Et c'est très important de le noter parce qu'en fait, on peut tout simplement regarder notre spectre de Fourier et si on voit qu'il n'y a qu'un seul trait ou qu'une seule fréquence, qu'un seul pic de fréquence, pardon, c'est que ça veut dire que notre spectre représente ou traduit un son pur. Donc les exercices qu'on pourrait vous donner autour de ce principe, ce serait tout simplement de vous donner un oscilloscope ou alors une photo d'un oscilloscope avec un signal bien sûr, ou alors un spectre de Fourier, et on vous dit déterminer le type de ce son. Donc est-ce que c'est un son pur ou est-ce que c'est un son complexe, et expliquer pourquoi. Alors pourquoi est-ce que ici on a affaire à un son pur sur un oscilloscope? Et bien tout simplement, on avait dit que notre onde était sinusoïdale. Sinusoïdale, ça veut dire que c'est en petites vaguelettes comme ceci. Ça fait référence du coup au sinus, la fonction sinus de d'un sinus tout simplement, et donc c'est tout simplement une vaguelette qui se répète comme ceci. Pourquoi est-ce que c'est un son pur? Aussi parce que elle est régulière et périodique, l'onde. Pourquoi elle est régulière? Parce qu'elle se répète, et périodique parce qu'elle se répète à intervalles de temps réguliers. Donc ici on a toujours la même période et la même période. Donc ici déjà c'est fait pour l'oscilloscope. Donc il faut juste 3 caractéristiques sinusoïdales, régulières et périodiques. Donc maintenant pour le spectre de Fourier, un pic de fréquence sur le spectre de Fourier, et on a notre pic de fréquence ici. Le pic de fréquence, le plus gros pic de fréquence de notre spectre de Fourier, que ce soit un son complexe ou un son pur, on appelle toujours ça une fréquence fondamentale, et c'est très important parce que ça pourra peut-être vous aider quand vous aurez une question dans ce type-là. Et j'ai mis signal résultat entre parenthèses parce qu'en fait, tous les pics ici, parce qu'on va voir que pour les sons complexes, il y aura plusieurs pics de fréquence. Pour tous les pics, le total des pics représente le signal résultant. Donc là, il n'y a qu'un seul pic parce que du coup, c'est un son pur. Mais maintenant, on va passer au son complexe. Donc un son complexe se traduit par une onde progressive. Donc c'est l'inverse de sinusoïdal. Et ce sont les sons produits par un instrument de musique ou par exemple un battement de cœur. Sur un spectre de Fourier, celui-ci se traduit par une fréquence fondamentale suivie de plein de petits pics de fréquence, donc des harmoniques, on appelle ça des harmoniques. C'est très important, enfin j'ai bien aimé du coup l'exemple du battement de cœur parce que ça aide beaucoup et des instruments de musique. Donc si vous voyez que votre énoncé a affaire avec des battements de cœur ou des instruments de musique, ce qui est souvent le cas, c'est que vous aurez affaire à un son complexe. Et il y aura, la plupart du temps en fait, ce sera des sons complexes. Les seuls moments où on aura des sons purs dans la vraie vie, ce sont souvent des sons très répétitifs qui sont joués par des ordinateurs souvent. Je vous invite à regarder ça sur internet. Je vais peut-être mettre un lien dans la description pour justement vous montrer à quoi ressemble un son pur. Donc maintenant ici, par quoi ça se traduit sur un oscilloscope? Eh bien on avait dit ici que c'était l'inverse d'une onde sinusoïdale, et ici on le remarque, ce n'est clairement pas une onde sinusoïdale puisqu'elle n'est pas en vaguelette. Donc si vous voyez qu'il y a plein de petits pics abrupts sur votre spectre, enfin sur votre oscilloscope, pardon, c'est que c'est forcément un son complexe. Et encore ici, j'ai mis une répétition, mais je ne pense pas que la répétition, donc c'est-à-dire la régularité ainsi que ainsi que le fait que le signal soit périodique change énormément d'importance sur le fait que ce soit un son complexe. Donc maintenant, on passe au spectre de Fourier. Le spectre de Fourier pour un son complexe,
En quoi est-ce qu'on peut le distinguer? Eh bien tout simplement, il a toujours la fréquence fondamentale ici, mais il a plusieurs petits pics de fréquence qu'on appelle du coup l'harmonique, un harmonique. La fréquence fondamentale est toujours ici, bien. Et le signal résultant, c'est, comme je vous l'avais dit, le total de tous mes pics. C'est-à-dire, ici, tout l'ensemble des pics. Et vous pouvez tout simplement, à partir de ça, faire des descriptions de sons, ainsi que différencier, faire des comparaisons avec plusieurs spectres de Fourier en disant tel signal résultant est plus élevé ou plus complexe que tel autre signal résultant. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé la légende. Ici, pour l'axe des abscisses dans un spectre de Fourier, on retrouve toujours une fréquence pour l'axe des abscisses. Donc, c'est les hertz. Plus on s'éloigne de l'origine, plus on aura une fréquence élevée. Et ici, ce sera l'amplitude, donc l'intensité de mon son. Plus le son sera élevé, plus il sera intense. Et ici, pour l'axe des abscisses, on aura le temps, donc la période. Donc ici, on peut tout simplement déterminer notre période en fonction de l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire le temps. Et l'axe des ordonnées nous donne du coup aussi l'amplitude, donc A, en fonction du coup de notre oscilloscope. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous aura aidé. Pour les gens qui m'ont en tant que camarade de classe, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, mais aussi pour les autres qui regardent, pour préparer l'examen académique de sciences et surtout de physique, comme on l'a vu, avec le son. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire, ça m'aiderait énormément pour voir quels seraient peut-être mes défauts. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite de bonnes révisions.